Maintenant à regarder le programme qui suit. Roumanie, 1989. Un soulèvement populaire met fin à l'un des régimes les plus cruels de toute l'histoire. Le dictateur Nicolae Ceausescu est renversé. Le 25 décembre, lui et sa femme sont présentés à un tribunal, condamnés et exécutés le jour même. On prétend que tout se serait passé de façon spontanée. Plus d'1 millier de Roumains trouvera la mort lors des événements de décembre 1989. Gyuri Kelemen, 23 ans, originaire de Timișoara, est mort le même jour que Ceausescu. Assassiné par un tueur d'élite, victime d'un jeu stratégique. Le 25 tombait un lundi. C'était le jour de Noël. C'était le premier jour des vacances. La veille au soir, il avait décoré le sapin. Nous avions réparé son vélo. Le lendemain, je me suis levé à 9 h et je suis allé sur le balcon. Là, j'ai entendu tirer. J'ai aussitôt demandé où étaient les enfants. Ils étaient sortis. C'est arrivé au moment où il poussait la porte. C'était prémédité. Il a été touché à la tempe gauche, avec une arme de précision. La question c'est, qui pouvait avoir une telle arme de précision? Ça ne pouvait pas être un soldat qui aurait tiré au hasard, ni quelqu'un d'inexpérimenté. Celui qui possédait cette arme savait s'en servir, et bien. Mon père a été averti de l'accident et nous avons quitté tous les deux la faculté de médecine pour nous rendre à l'hôpital. Mais lorsque nous sommes arrivés, c'était trop tard. Il était déjà mort. Et je continue à me demander pourquoi, mais pourquoi? Pourquoi 1104 Roumains sont-ils morts lors des événements de décembre 1989? Les autres pays du bloc de l'Est étaient également sous la férule de régimes répressifs, mais le renversement s'est fait sans effusion de sang. Quelle était la particularité de la Roumanie? Nicolae Ceausescu. Dès son accession au pouvoir en 1965, Nicolae Ceausescu engage son pays dans la voie de l'indépendance. Il prend ses distances vis-à-vis de Moscou et oriente la Roumanie vers un communisme national. En politicien habile, il en appelle à la fierté nationale de ses concitoyens, ce qui lui vaut une popularité croissante. En 1968, Ceausescu est le seul dirigeant d'un pays du pacte de Varsovie à s'opposer à l'entrée de l'armée rouge à Prague. Celui qui ose ainsi résister au Kremlin est acclamé par l'ensemble de la nation. L'Ouest, quant à lui, le récompense en lui accordant des crédits. Les années 1970 sont marquées par un essor économique. Mais à partir de 1980, tout bascule. En opposant acharné à la perestroïka, Ceausescu refuse d'appliquer les réformes initiées par Gorbatchev,
maintenant ainsi son pays à l'écart. Isolé de l'Est et de l'Ouest, il précipite son peuple dans la misère la plus noire. Vis-à-vis de l'étranger, Ceausescu joue les puissants et donne libre cours à sa folie des grandeurs. Il lui sacrifiera son peuple. Aveuglé par le culte de la personnalité qui les entoure, lui et sa femme Elena, le dictateur s'aperçoit trop tard qu'il est devenu encombrant à la fois pour Moscou et Washington. L'unité européenne est en jeu. Elle est la condition sine qua non pour la réunification de l'Allemagne dans le cadre de l'OTAN et le but des États-Unis. À la fin de l'année 1989, Ceausescu est un obstacle gênant. Le temps presse. So that's why it was important to clear the way and to clean the road. C'est pourquoi il était important d'écarter les personnes qui auraient freiné et bloqué ce processus. This process, among others, Ceausescu. Ceausescu était l'une d'entre elles. La présence de dictateurs tels que Ceausescu aurait été un frein à la réunification des deux Europes. Donc, de ce point de vue, sa disparition a libéré la voie. Nous estimions que si l'Amérique jouait un rôle fort en Europe, ce serait bénéfique, à tout point de vue, et que cela transcenderait même l'unification du continent, le renforcement de l'intégration européenne, ainsi que la disparition de la menace soviétique. Nous pensions donc que la réunification de l'Allemagne et l'unité européenne pouvaient être réalisées tout en préservant l'influence américaine en Europe, même si à terme, elle était condamnée à diminuer. Comment on organise une révolution? Je crois que la première chose est de définir dans le pays indiqué les forces d'opposition. Il est indispensable de mener une puissante action de renseignement pour identifier les personnes qui ont suffisamment de crédibilité et d'impact pour arriver à déstabiliser la population contre le régime en place. Toute ma vie durant, j'ai rêvé de la Révolution. Et à présent, j'enseigne la théorie et l'histoire de la Révolution. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'étais très impliqué dans les événements de l'époque. Très impliqué. Mais je n'aime pas me mettre en avant et dire que j'ai été courageux. On parle souvent d'étincelles pour produire une situation révolutionnaire, comme à Timisoara ou à Bucarest, et pousser les masses dans la rue. Il est en effet possible de provoquer des événements. J'étais en contact avec l'Oxford Group, avec l'ambassade américaine, avec le British Council, avec l'ambassadeur allemand à Bucarest. Vous voulez trop en savoir. Les opposants au régime trouvent à l'ouest des oreilles attentives. Des agents des services secrets se faisant passer pour des diplomates repèrent, contactent et accompagnent les dissidents. Comme Doina Cornea, professeure d'université. À partir de 82, j'ai été observée. Tout le monde qui envoyait des textes à l'Europe libre était surveillé
Et ensuite, lorsque j'ai commencé à être connue, alors c'était plus simple parce que c'est par les ambassades qui m'ont beaucoup aidée. Je n'avais pas le droit de le dire parce que ça aurait nécessité un conflit diplomatique, non? La Roumanie entretient avec son voisin la Hongrie des rapports tendus qui s'enracinent dans l'histoire. Principaux points de désaccord, les revendications territoriales concernant la Transylvanie et les droits de la minorité hongroise en Roumanie. Les services secrets occidentaux exploitent le conflit en organisant en réseau les opposants à Ceausescu, roumains et hongrois. La dissidente hongroise Enike Bolobás entretient alors d'étroits contacts avec de soi-disant diplomates, en réalité des agents de la CIA. Ces gens-là tenaient à ce qu'il n'y ait pas de groupe nationaliste. Ils voulaient rassembler tous ceux qui s'opposaient à Ceausescu et qui étaient pro-démocrates. Ils ont réussi à recruter des intellectuels roumains reconnus, des écrivains, des philosophes, des scientifiques. À cette époque, on rencontrait ces diplomates sous les ponts, à minuit, en secret. Ce petit réseau présent en Roumanie a réussi à faire germer quelque chose, à préparer un climat qui a contribué à favoriser la chute de Ceausescu. La paroisse du pasteur calviniste László Tőkés se trouve dans la ville de Timișoara, à l'ouest du pays. Représentant de la minorité hongroise, Tőkés a été l'un des premiers à s'opposer à Ceausescu. La proximité de la ville avec la Hongrie et la Yougoslavie lui permettait plus facilement de s'opposer publiquement au dictateur. Nous pouvions facilement entrer en contact avec les pays de l'Ouest. En tant que pasteur, nous recevions régulièrement des visiteurs. Et puis mon père était professeur de théologie et évêque adjoint. C'était le seul moyen, la seule possibilité, lorsque la situation était particulièrement difficile, de faire part de nos problèmes aux hommes d'église, aux ambassades, à la Hongrie, au Canada, aux États-Unis, et ainsi de suite. L'intérêt des services secrets à l'égard de Tőkés va croissant. Sa fonction de pasteur fait de lui une personnalité influente. Tőkés doit se faire davantage connaître à l'Ouest et en Roumanie, afin d'asseoir sa crédibilité. C'est dans ce but que Dagobert Lindlau, alors correspondant de la chaîne allemande ARD et spécialiste des services secrets, doit réaliser une interview de Tőkés. Mais Lindlau refuse. Un service de renseignement occidental était impliqué et j'ai de forts soupçons, des soupçons fondés, que le service de renseignement en question voulait de cette manière montrer aux dissidents roumains qu'il exerçait une influence sur des médias tels que nous et que nous leur servions de courroie de transmission. Aux yeux des gens ordinaires, il était important de choisir une figure positive. Et un homme d'église remplissait parfaitement cette condition. Les gens qui l'entouraient et ceux qui ont lancé ce processus ont fait une analyse très précise de la situation afin de déterminer qui serait en mesure d'obtenir immédiatement le soutien de l'ensemble de la société. À l'époque, c'était une bonne décision. New York, siège de la Hungarian Human Rights Foundation. C'est d'ici que dans les années 80, l'Américain László Amos, défenseur des droits des minorités hongroises, dirigera un réseau actif en Roumanie et en Hongrie et informera l'Occident des crimes perpétrés par Ceausescu. Nous recevions des informations quotidiennes très fiables. Ce réseau d'opposants a opéré jusqu'à la fin de 1989. L'un de ses leaders était un jeune pasteur calviniste d'origine hongroise.
le pasteur Laszlo Tőkés. Les informations qui sortent du pays deviennent une arme puissante contre Ceausescu. Diffusées en Roumanie par les télévisions et les radios étrangères, elles attisent le mécontentement et augmentent l'agitation. Laszlo Amos va jusqu'à organiser et financer le voyage d'une équipe de télévision canadienne en Roumanie pour interviewer le pasteur Tőkés dans son église. En mars 1989, j'ai réussi à donner en secret une interview à une équipe de télévision. Cette interview a été diffusée par la télévision hongroise en juillet 1989. Cela a été le début de la fin. Deuxième point, il faut mener une puissante action d'information, de propagande, depuis l'extérieur, pour montrer que ce régime, d'une part, est haï de tout le monde, qu'il est au banc des nations, qu'il ne peut plus accéder au titre de nation libérale ou tout ce que vous voudrez, et montrer qu'il y a une légitimité dans les mouvements d'opposition qui vont apparaître. La phase préparatoire d'une action à l'étranger consiste à essayer de conditionner la population. La propagande est donc très importante. On peut mettre en place ce qu'on appelle une propagande noire, c'est-à-dire provenant officiellement d'un groupe de dissidents, présent à l'intérieur du pays concerné, mais élaboré en réalité à l'extérieur du pays. On peut ainsi diffuser des émissions émanant soi-disant de ce groupe de dissidents, ce qui va renforcer l'influence de ce groupe auprès de la population. Au cours de la guerre froide, les radios occidentales, telles que Radio Europe Libre, la BBC ou la Deutsche Welle, remplacent la presse libre dans le bloc de l'Est, y compris en Roumanie. Radio Europe Libre, qui est financée par le gouvernement américain, remplit deux missions. En émettant en roumain, elle fait connaître les groupes d'opposition à l'intérieur du pays. En même temps, elle diffuse à l'étranger des reportages tournés en Roumanie. C'est un moyen aisé pour les services secrets de manipuler l'information et de lancer des rumeurs. Afin d'influencer la population, les services secrets utilisent les dissidents qui souhaitent exprimer publiquement leur mécontentement à l'égard de Ceausescu. Quand la rumeur circule que le dictateur prévoit de faire raser 7000 villages roumains, Doina Cornea est la première à protester. J'ai eu un texte extrêmement important lorsque Ceausescu voulait démolir les villages. Et alors, la radio Europe Libre a annoncé qui veut signer le texte de Doina Cornea. C'était une bêtise extraordinaire. Oui, parce qu'il vivait dans un monde libre. Et chez nous, c'était impossible. La rumeur des projets de démolition des villages se répand comme une traînée de poudre. On avance alors le chiffre de 15 000 villages concernés, principalement habités par les minorités hongroises et allemandes. Comme prévu, les protestations à l'étranger se font plus virulentes. Jetzt trauen sich die kommunalen Behörden nicht einmal mehr baufällige Ruinen abzureißen. Jemand könnte fotografieren. Bilder von Abrissarbeiten in Rumänien haben im freien Westen Konjunktur, so der Bürgermeister der Gemeinde Lovrin, Petre Militeroiu. Ce n'était pas ce que l'Occident imaginait. L'Occident aurait voulu faire croire que des villages entiers seraient démolis, victimes de ce que l'on appelait alors la politique du bulldozer. Mais ce n'était pas le cas. Par exemple, on racontait que Gotlob avait été complètement rasé. Je me suis rendu sur place et j'ai constaté que Gotlob n'avait pas disparu. À mon retour, les dissidents m'ont dit « Ils ont attendu que vous soyez partis pour démolir le village ». Alors j'y suis retourné et Gotlob était toujours là.
Toutes ces histoires, le fait d'avoir d'abord encensé un dictateur, puis de l'avoir diabolisé en faisant un second Hitler, tout ceci était le produit d'une politique comme j'ai rarement eu l'occasion d'en voir. En Occident, l'image de Ceausescu se ternit. Pourtant, en Roumanie, l'insatisfaction ne gagne que lentement la population. Et ceci malgré le fait que le dictateur est pris de folie de grandeur, seul objet de critiques de plus en plus vives de la part de l'étranger. Aux rumeurs de démolition de villages viennent s'ajouter des rapports faisant état de violations des droits de l'homme, certains fondés, d'autres exagérés. Mais en 1988, le peuple n'est pas prêt à se soulever. L'heure n'est pas encore venue. Ceausescu. Le temps n'était pourtant pas loin où les États-Unis voyaient en lui un allié au sein du bloc de l'Est et un partenaire commercial apprécié. Ils oubliaient alors que c'était un dictateur, mais ils s'en sont parfaitement souvenus après 1985, quand ils ont commencé à négocier ouvertement et directement avec Gorbatchev. Ils se sont soudain rendus compte que Ceausescu ne servait plus à rien et que c'était un dictateur sanguinaire. Ils ont découvert qu'il était en train de détruire la Roumanie. László Amos joue un rôle déterminant dans le renversement de l'opinion publique à l'égard de Ceausescu. Quand nous avons débuté notre activité, le gentil en Europe centrale, c'était Ceausescu. Quant aux supposés méchants, c'est en tout cas ce qu'on pouvait lire dans les pages du New York Times et dans divers éditoriaux au début des années 70, c'étaient tous ceux qui étaient perçus comme une menace pour l'intégrité territoriale de la Roumanie, y compris la minorité hongroise. Le processus pour changer ce point de vue a été extrêmement long et difficile. Il a fallu effectuer un virage à 180 degrés pour que la minorité, persécutée par un État agressif et quasi terroriste, soit finalement perçue comme faisant partie des gentils. László Amos et d'autres exercent un lobbying intensif auprès du Congrès américain. Ils exigent que Ceausescu ne reçoive des crédits et des aides que s'il est prêt à faire des réformes. Mais le dictateur roumain ne cède pas à la pression et commence à rembourser la dette extérieure du pays. En avril 1989, la Roumanie n'a plus de dette et le peuple est exsangue. C'était un choix qui n'en était pas un. Soit il s'assurait davantage de prêts et de crédits occidentaux au prix de réformes internes, ce qui aurait mis fin à son régime, soit il remboursait ses dettes et aggravait du coup la situation économique du pays, ce qui pouvait également mettre fin à son régime. Arrêter l'aide financière internationale, plus particulièrement américaine, qui avait été la bouée de sauvetage pour son économie, a précipité la chute de son régime. Il ne pouvait pas continuer à bâtir des monuments à sa gloire et mettre son pays en faillite sans devise étrangère. Soudain, l'homme que nous avions mis au pouvoir, quand je dis nous, j'entends le gouvernement américain, est devenu un paria. Pour son image de marque, ça a été un désastre. Tout le monde a commencé à dire, même ici au Capitole, que Ceausescu était un monstre. Beaucoup de gens avaient au mur de leur bureau une photographie d'eux, tout sourire, en train d'échanger une poignée de main avec Ceausescu. Et soudain, ces photos ont été rangées dans les tiroirs, ou même jetées à la poubelle. Cela montre bien que ses jours étaient comptés. Le troisième point, c'est de préparer le futur chef de l'État, puisqu'il va falloir le remplacer. Il faut le préparer. Il faut qu'il arrive, je dirais, naturellement. C'est-à-dire qu'il doit être l'un des responsables d'un mouvement d'opposition, ou il doit faire l'objet d'un consensus de la part des mouvements d'opposition. Il doit aussi être
quelqu'un qui ne s'est pas contenté d'être en exil pendant 20 ans pour arriver dans les fourgons de l'étranger ou dans l'avion des services spéciaux qui va mener les premières opérations de déstabilisation. Il faut qu'il ait une crédibilité, parce que sinon, d'une part pour lui, ça sera très difficile d'apparaître, et ensuite, il ne pourra pas mettre en place un gouvernement crédible. Le palais présidentiel, autrefois résidence d'été du dictateur. C'est ici qu'Ion Iliescu exercera ses fonctions de président de la Roumanie. Il avait été un cadre du parti à la carrière prometteuse, jusqu'à ce qu'il critique le dictateur. Iliescu était connu de Washington bien avant la chute de Ceausescu. Iliescu était issu de l'opposition interne, et ils avaient déjà eu affaire à lui précédemment. Ils le connaissaient bien et savaient quelles seraient ses réactions et ses limites. C'était une personne prévisible, et les Américains savaient qu'ils pouvaient travailler avec lui. J'ai entendu prononcer son nom pour la première fois au début des années 80. C'était sur les ondes de Radio Europe Libre. On le présentait comme un possible successeur à Ceausescu, une sorte de figure à la Dubček, un réformiste du communisme roumain. Radio Europe Libre avait diffusé un reportage sur moi. J'étais très surveillé par la Securitate. Mais malgré l'hostilité de Ceausescu à mon égard, ou peut-être justement à cause de cette hostilité, je suis devenu encore plus populaire. C'est pourquoi certains avaient placé leurs espoirs en moi. Tout le monde était mécontent de la détérioration de la situation du pays et des conditions de vie. Les gens recherchaient quelqu'un capable d'apporter des changements. Des amis de la CIA font à l'ancienne diplomate Enike Bolobash quelques confidences à mots couverts. Les gens de la CIA ne parlent pas ouvertement. Ils vous donnent certains éléments de l'histoire, et c'est à vous de reconstituer le puzzle. Je ne pense pas que ces gens affirmeraient ouvertement qu'Iliescu était leur choix et qu'ils l'ont aidé à accéder au pouvoir. Mais ils l'ont sous-entendu de différentes façons. C'est ce qu'ils vous ont laissé entendre? C'est ce qu'ils ont laissé entendre, oui. On ne se vante jamais de ses succès. Non, et la CIA en a remporté de nombreux. Vous avez raison, on ne se vante pas de ses succès. Par contre, on entend toujours parler des échecs. Ils ne savaient rien de moi, ni Bush, ni Gorbatchev. Il faut mettre au pouvoir un gouvernement de substitution qui, à son tour, va placer ses cadres au sein de la population afin de pouvoir l'influencer. Si vous renversez l'infrastructure existante, il faut la remplacer par une autre. Le but de Washington est la dissolution du bloc de l'Est et la fin de la guerre froide, pour son propre avantage. Dès mai 1989, le président Bush et ses conseillers saisissent la balle au bond. Les événements en Allemagne se précipitent. La réunification allemande devient alors une priorité et conditionne toutes les décisions. Mais François Mitterrand et Margaret Thatcher s'y opposent, posant comme préalable à celle-ci l'unification de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe de l'Est. Les États-Unis voient pourtant leur but se rapprocher lorsque le mur de Berlin tombe enfin. Malte, 3 décembre. Rencontre entre Bush et Gorbatchev, qui, selon les services secrets, discuteront entre autres de la Roumanie. C'est un sommet de haute stratégie. Ce qui était en jeu, c'était l'avenir de l'Europe. Rien de moins. C'est ce qui nous a poussés à agir. Après la signature en Pologne des accords de la table ronde, et après l'organisation en Hongrie d'élections multipartites, il était évident que quelque chose d'important se préparait. Mais on ne savait pas si cela allait évoluer de manière positive,
c'est-à-dire vers une unification pacifique et démocratique de l'Europe, ou bien vers un autre échec, vers une répression sévère ou un bain de sang, mené non pas par l'Union soviétique, même si on ne pouvait pas l'exclure totalement, mais par des régimes aux abois. Le génie de la politique étrangère américaine a commencé, selon moi, le 9 novembre, lorsque l'administration Bush a évalué la situation et a dit « il faut y mettre fin maintenant ». Les intérêts de la Hongrie et des États-Unis se rejoignent, particulièrement en ce qui concerne la Roumanie. Ceausescu est un obstacle à l'unification européenne et par conséquent, une menace pour le processus de réforme en Hongrie. Reconnaître ses propres intérêts est toujours difficile, surtout lorsque les circonstances sont incertaines. Et la beauté de la politique, la beauté d'un esprit aiguisé, est de reconnaître ses intérêts à temps et d'avancer dans la bonne direction. C'est l'essence même de la politique. Je suis heureux et fier d'avoir été en mesure d'analyser, d'évaluer la situation et d'avoir pris ces décisions-là. Plus Ceausescu parlait de réforme et de l'adaptation du marxisme à la réalité, plus il était dogmatique. Il avait peur de faire ces réformes. Le régime devenait de plus en plus anachronique et répressif. Il devenait donc nécessaire d'agir. Nous leur avons fourni une aide très importante, qui comprenait même des armes et des munitions. Nous avons essayé d'influencer les personnes clés. Dans différents départements et ministères, nous avons réussi à trouver des personnes capables d'aider les Roumains victimes du régime. Parmi celles qui occupaient des positions clés, certaines parlaient le hongrois couramment. À l'époque, Stănculescu était général. Il avait d'abord travaillé au service central de planification, puis au sein d'un important ministère où il s'occupait d'économie. Bien entendu, face à la délégation, il n'a pas dit un mot en hongrois. Mais, à l'abri des systèmes d'écoute espions, nous arrivions à communiquer. Le plus intéressant, c'est que je n'avais eu auparavant aucune relation avec un quelconque mouvement d'opposition à Ceausescu, pas plus qu'avec ceux qui occupaient des postes importants grâce à lui, et qui avaient ensuite conspiré contre lui. J'étais un sympathisant de l'opposition, mais je n'avais pas de relation directe avec elle. Ma position dans l'armée ne me le permettait pas. C'est la fonction à l'étranger de la CIA d'être en contact avec tous les éléments, à savoir le parti au pouvoir, mais aussi l'opposition, même si les contacts sont le plus souvent des opposants. Ils s'adressent à la CIA ou à un diplomate américain en disant « Nous ne sommes pas satisfaits du gouvernement. Il commet toutes sortes de méfaits. Nous aimerions changer la situation. » Ce que je vais dire est très théorique, mais selon l'intérêt que Washington et ses alliés vont porter à cette demande, ils soutiendront secrètement ce groupe dissident ou non. Ce groupe aurait bien entendu des contacts avec les militaires et pourrait ainsi organiser un putsch. Il faut préparer les circonstances et éventuellement les fabriquer qui vont permettre de déclencher la révolution.
Donc ces circonstances, elles peuvent être extrêmement variables. Et le service de renseignement va travailler sur des scénarios crédibilisant une action qui va intervenir et qui va être complètement artificielle. Alors, dans le cas de la Roumanie, je ne dis pas que la première manifestation de Timișoara était complètement artificielle, mais on a eu des opérations dans lesquelles les choses étaient totalement manipulées. Sur les ondes de Radio Europe Libre, Danout Gavra entend souvent parler de l'opposition menée par le pasteur Tăkis. Le 15 décembre, pour montrer sa solidarité avec l'homme d'église, il descend dans la rue. Ce mouvement a débuté comme une manifestation religieuse. Mais le soir venu, un jeune homme, qui est devenu entre-temps mon ami, a commencé à crier « À bas le communisme ! À bas Ceausescu !» Le 15 décembre, quand les manifestations ont commencé, 2 membres de l'ambassade américaine sont venus me voir pour se renseigner sur ma situation. Ils étaient devant notre église, mais ils n'ont pas été autorisés à entrer. D'aucuns allument l'étincelle de la révolte. Le 17 décembre, à Timișoara, des milliers de manifestants descendent dans la rue. Ici, devant la cathédrale, ou plus exactement derrière, nous nous sommes organisés. Ensuite, un homme avec une barbe blanche nous a dit quoi faire. Nous ne savions pas qui il était, mais il nous encourageait. À partir du pont Mial Viteazul, il a pris l'organisation en main. Notre groupe, conduit par cet homme barbu, est ensuite parti vers la rue Pestalozzi. Je faisais partie de ceux qui le soutenaient pendant qu'il parlait. Il disait « Mes frères, dans le centre, il y a des morts et des blessés. La moitié de gauche doit aller là-bas pour aider nos frères. » Au pont d'Etxebal, j'ai vu un groupe de soldats qui nous attendaient en position de tir. Nous avons crié « Pas de violence, pas de violence !» Ils ont commencé à tirer sans en avoir reçu l'ordre. Ils nous ont tiré dessus. Et j'ai volé environ 3 mètres en l'air. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, je n'ai vu que des morts et des blessés autour de moi. Combien de morts y a-t-il eu à Timișoara? Plus de 4000, dira-t-on. Les prétendues victimes sont exposées aux yeux de tous. Il s'agit en fait d'une manipulation, comme le prouvent les traces d'autopsie. À Brașov, en Roumanie, il y a eu un mouvement semblable en novembre 87. Mais il n'y avait pas eu de victimes. Les choses sont vite rentrées dans l'ordre. On en a donc tiré la conclusion que s'il n'y avait pas de mort, si le sang ne coulait pas, le peuple ne se révolterait pas. Man sieht, wenn Sie sich anschauen, sind alle aufgeschnitten, nicht und alles. Ihr habt die Leute getötet, auch die Securitate? Nein, die sind gestorben und so, allerlei Leute. Toutes les heures, Radio Europe Libre diffuse un reportage ponctué de coups de feu et de cris. De plus, la foule est galvanisée par des provocateurs professionnels. La Securitate avait des informations et elle a infiltré des camps d'entraînement à l'ouest. Il y en avait un en Allemagne, à Zirndorf, un à côté de Vienne, à Traiskirchen, un autre à Budapest. Il y en avait un deuxième en Hongrie, à Biske, à 40 km de l'Autriche, dans une ancienne caserne. On y entraînait des gens aux méthodes de guérilla. On apprenait à des unités entières à organiser des désordres pour provoquer des révoltes populaires.
Ces camps se trouvaient sur le sol allemand, autrichien et hongrois. Mais nous savons que les instructeurs étaient américains. Les Allemands et les Américains en Autriche, dans le sud de l'Allemagne et dans d'autres pays, ont participé à cela et ont formé les personnes adéquates. Nous étions au courant de la situation et nous avons nous-mêmes été impliqués. Je crois qu'il y avait des gens qui ont provoqué simplement, mais il y avait aussi les forces spéciales. Vous êtes très bien informé, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement les informations finissent toujours par ressortir. Bon, oui, il y a cet aspect action qui a été fait, je crois que ce n'est pas la majorité des gens qui sont passés dans le camp qui ont été formés de cette façon-là, mais la partie la plus importante de cette formation dans les camps, me semble-t-il, c'est l'information à l'influence, et puis peut-être tout simplement préparer déjà des plans d'action. Pour des opérations secrètes, on peut former des gens. Les forces spéciales peuvent former des étrangers. La CIA peut former des étrangers à la manipulation des armes. C'est ce qu'elle a fait à Cuba, entre autres. Tout cet aspect paramilitaire relève de la formation. Est-ce que c'était possible en Roumanie à l'époque? Oui, à partir des pays frontaliers. À partir de la Hongrie, on a évoqué les camps d'entraînement en Hongrie ou en Allemagne. Bon, c'est certain, mais au moment de l'action, il va falloir infiltrer les gens sur place. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas infiltrer des centaines de personnes, on va infiltrer une dizaine de personnes. On raconte que ce sont des camps de la CIA. Il faut faire la part des choses. On attribue tellement de choses à la CIA. Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté. Je ne nie pas tout en bloc, mais je vous conseillerais d'être prudent. Soit la CIA opérait elle-même dans ces camps, soit elle formait des instructeurs. En réalité, vous dites à quelqu'un, ça c'est un M16. On met le chargeur de cette façon, on tire la culasse de cette façon, on tire comme ça et on tue quelqu'un comme ça. Ou voici comment on ajuste un détonateur sur un pain de plastique et comment on l'actionne. On va obliger le régime en place à réagir de façon brutale pour que l'opposition se révèle et que les forces populaires se mettent en action. Et à ce moment-là, le pays voisin, ami, intervient pour des raisons humanitaires, pour des raisons de politique. Ensuite, les forces amies se stabilisent, assurent la sécurité et enfin permettent l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement avec un chef d'État reconnu, des gens de l'opposition. 20 décembre. Ceausescu appelle la population de Bucarest à manifester. Il rejette la responsabilité des événements de Timișoara sur les services de renseignement étrangers. Le lendemain, le pays tout entier découvre en direct à la télévision un Ceausescu déstabilisé par les cris de la foule. La figure patriarcale qu'incarnait Ceausescu a été complètement anéantie après le massacre de Timișoara. Tout le monde savait que c'était un dictateur et qu'il avait du sang sur les mains. Son image a complètement changé. Il avait à présent l'image d'un tueur, d'un assassin. À partir du moment où il a commencé à tuer son peuple, c'en a été fini de lui. Organiser une manifestation de soutien relevait d'un très mauvais conseil. Ou peut-être était-ce l'œuvre d'un service de renseignement qui lui a dit « Rassemblez le peuple, montrez que vous êtes encore populaire ». Et il a accepté. Environ une semaine après cela, à la suite de l'initiative du pasteur hongrois, des manifestations ont eu lieu à Bucarest et dans d'autres grandes villes de Roumanie. Ce n'était sûrement pas une coïncidence. Il y a eu convergence entre une révolution de palais et une révolution populaire à demi spontanée. 22 décembre.
Les protestations se font de plus en plus véhémentes. Peu après midi, Ceausescu prend la fuite. Le colonel Rațiu téléphone au comité central. Iliescu lui répond. Iliescu m'a dit, comme si on se connaissait depuis toujours, « Écoute, Rațiu, connais-tu le général Stanculescu ?» J'ai répondu oui. « Prends une voiture, file au ministère de la Défense, au cabinet du ministre. Je t'y rejoindrai. On va tenir une conférence afin de créer une structure organisationnelle. Il faut rétablir l'ordre dans le pays. » Iliescu n'a jamais reparlé de cette conversation, ni du fait qu'à midi, il se trouvait au comité central. Après la fuite de Ceausescu, la foule assaille les bâtiments du comité central. Une étape décisive, nécessaire au succès de la révolution. J'ai réussi à le convaincre de quitter les lieux. Je l'ai fait partir en hélicoptère. Quand il m'a ordonné de faire intervenir l'armée, j'ai donné l'ordre inverse. J'ai dit aux troupes de se retirer. Ces retards ont coûté cher en vies humaines. Mais en même temps, les gens ont vu que l'armée n'obéissait plus aux ordres de Ceausescu et ont commencé à crier « L'armée est avec nous ». À midi, le bâtiment était rempli de manifestants. À 17h, une demi-heure avant le discours d'Iliescu, le bâtiment fourmillait de gens de l'armée et de la Securitate. En quelques heures, nous avons perdu. La rue a perdu la révolution. Nous avons perdu la bataille. Un gouvernement provisoire voit le jour. Le Front de Salut National, conduit par Ion Iliescu. Dragi cetățeni, am avut o zi plină și grea. Au moment où j'ai demandé à Iliescu de venir au ministère de la Défense, je ne savais absolument pas qu'il avait été désigné, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, pour renverser Ceausescu et prendre la relève. Je n'ai entendu parler de cela que plus tard. Acțiunile diversioniste, teroriste, criminale a grupelor de teroriști care vor să împiedice funcționarea noii puteri și să destabilizeze societatea noastră. Este o ultimă zvârcolire a acestei creații monstruoase a dictaturii antipopulare. Afin d'attiser au sein de la population la peur des prétendus terroristes, on avance le chiffre de 60 000 morts. On en appelle à la population roumaine pour défendre la révolution contre les troupes fidèles à Ceausescu. Après la chute du régime, le procureur militaire Dan Voinea mènera une enquête. Après le 22 décembre 1989, il y a eu une manœuvre de diversion. Je m'explique. On a inventé des terroristes qui attaquaient soi-disant la population. En réalité, d'après nos recherches, ces terroristes n'existaient pas. À Bucarest, quand tout a commencé, la plus grande confusion régnait. L'armée avait commencé à distribuer des armes aux civils. De qui avait-elle reçu cet ordre, je l'ignore. On a ordonné d'occuper les hauteurs. Ainsi, les gens d'en haut croyaient que ceux d'en bas étaient les terroristes et inversement. Ils se sont donc entretués. Tant que la sécurité, au moment d'une révolution de ce genre, n'est pas complètement assurée, vous n'êtes pas certain que vous avez la population complètement en main. Ces tireurs isolés, ces snipers vont entretenir la terreur, vont maintenir la population dans un état d'esprit qui est celui de dire c'est le dictateur qui continue à intervenir, donc c'est la sécurité pour la Roumanie. Donc cette population va chercher à appuyer encore plus la révolution pour arriver à une libération complète et à une réalisation totale de l'élimination des dictateurs. Il faut entretenir une certaine insécurité jusqu'au moment où le nouveau gouvernement est en place.
Mona Lisa. Mon livre s'intitulera Mona Lisa. Pourquoi? À cause de son sourire énigmatique. De moi aussi, on dit que je suis un homme énigmatique. Son rôle? Il a eu le rôle principal dans l'organisation du procès. Mon livre paraîtra en 2007. J'y dis beaucoup de choses que je ne peux pas dire encore. Il a convoqué le tribunal et il a organisé l'arrestation et l'exécution du dictateur et de sa femme. Targoviste. En décembre 1989, le procureur militaire Voinea est accusateur dans le procès Ceausescu. C'est ici que le procès eut lieu. Je vais vous montrer la pièce où cela s'est passé. Vous entendrez différentes versions de l'histoire selon l'interlocuteur que vous aurez en face de vous. Mais si je me replace en décembre 1989, pour être honnête, le changement de régime en Roumanie n'était qu'une de nos préoccupations parmi d'autres. La réunification allemande nous importait également, tout comme le développement positif en Europe centrale, ou encore le sort de l'Union soviétique et de Gorbatchev, dont dépendaient encore de nombreuses choses. Il y a une alliance objective entre le KGB et la CIA. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir que ces deux services ennemis, et qui sont ennemis pour la vie, parce qu'ils ont été créés pour se battre l'un contre l'autre. Je sais qu'il y a eu de nombreuses discussions avec le gouvernement soviétique au sujet de la Roumanie. Notre point de vue sur la situation et nos intérêts n'étaient pas très différents. Vont s'allier en utilisant et en manipulant à la fois la population, les dissidents et les services de renseignement roumains pour faire tomber un dictateur qui est pratiquement le dernier rempart du communisme et de l'Union soviétique au moment où elle est en train d'échouer. Je ne ferai pas de commentaires sur les opérations des services de renseignement. Je dirais simplement que ce qui a motivé la politique américaine, c'est l'éventail de questions stratégiques dont nous avons discuté. Et ça, on peut le comprendre. On peut le comprendre. L'Union soviétique et l'Amérique ont intérêt à ce que Ceausescu disparaisse. Après le procès, ils ont été emmenés jusqu'à la porte de droite. Qu'est-ce qu'un assassinat? Le gouvernement américain, la CIA, le département d'État peuvent renverser des gouvernements s'ils le veulent. Aucune loi ne les en empêche. Par contre, ce que la CIA ne peut pas faire, c'est assassiner des gens, c'est-à-dire commanditer un meurtre. Mais c'est une définition très fluide. Ils ont été emmenés dans la cour et ont été exécutés contre ce mur par le peloton d'exécution. Mais si un service de renseignement ami commettait une tentative d'assassinat et la réussissait, ce serait permis. Oui. Comunicat. În ziua de 25 decembrie 1989 a avut loc procesul lui Nicolae Ceausescu și al Elenei Ceausescu în fața Tribunalului Militar Extraordinar. Cette révolution en Europe centrale a facilité les choses. La Roumanie a toujours fait figure de trublion au sein du pacte de Varsovie. Mais l'Allemagne était sur le point d'être réunifiée. Cela a été la décision de George Bush, d'Helmut Kohl, et c'est également devenu celle de Mikhail Gorbatchev, même s'il n'en a jamais vraiment saisi tous les enjeux.
Durant la guerre froide, on a toujours craint que l'Allemagne de l'Ouest sacrifie ses relations avec l'Occident et fasse un pacte avec les Russes pour réunifier les deux Allemagnes. Les États-Unis ont parfaitement compris, la direction politique, CIA et autres, ont parfaitement compris que Gorbatchev est très faible à l'intérieur, qu'ils ont donc peu de temps pour l'avoir comme interlocuteur, et qu'il faut tout obtenir sur un temps court, sans lui faire peur. Si on y réfléchit, il n'est pas difficile de comprendre que la CIA a fait son travail. Sa mission consistait à protéger le reste du monde d'une invasion soviétique, qui à l'époque restait une éventualité. En ce qui concerne la Roumanie, les États-Unis ont suivi une stratégie à long terme. Mais quel était précisément leur but ? Pouvoir à la fois stabiliser le sud-est européen, contrôler par exemple les rapports roumano-hongrois en intégrant les deux pays dans l'OTAN. Le deuxième point, c'est de contrôler l'espace qui dépendait du contrôle soviétique et où maintenant sont présents en priorité les Américains. Et ce qu'il faut regarder, c'est l'affaire des pétroles de la Caspienne et de la réorganisation des oléoducs Asie centrale, Balkans. Les cartes intéressantes pour les États-Unis sont à ce moment-là la Roumanie, la Bulgarie. Giori Kelemen sera victime d'un tireur d'élite. Comme des centaines d'autres, il meurt, alors que Ceausescu est sur le point d'être renversé. Pour quelle raison ? La signification d'un événement ne peut pas être lue à une échelle individuelle, mais doit être replacée dans une perspective historique. Ainsi, pour qu'un pays devienne démocratique, il faut très souvent un grand nombre de victimes. Il faut faire des victimes, parce que sans victimes, une révolution, c'est jamais crédible. Le but est louable. Mais apprendre que vous avez été instrumentalisé, c'est révoltant. Les droits de l'homme reposent sur le principe que l'homme est le but ultime et qu'il ne doit jamais être utilisé comme un moyen au service d'autres objectifs. C'est un peu la fatalité, mais en même temps, c'est dire que cette mort n'a pas été inutile, elle a servi à quelque chose, même si intellectuellement, l'ensemble des manipulations qui sont arrivées à cet acte sont moralement condamnables ou difficilement acceptables. C'est un événement qui a permis d'avancer dans l'approche vers la liberté, dans l'approche de la libération du peuple roumain. C'est la fin du bloc, c'est-à-dire la réunification de l'Allemagne, non pas une Allemagne neutre, comme l'aurait pu le supporter ou l'approuver Gorbatchev, mais une Allemagne dans les structures atlantiques, ce qui est véritablement la défaite soviétique. Il est facile de regarder en arrière et d'affirmer que cela ne pouvait se passer que de façon pacifique. Mais ce n'était pas ce que nous pensions à l'époque. D'abord, nous n'étions pas absolument certains des intentions de Gorbatchev, même si nous étions relativement confiants. Mais si les événements avaient mal tourné, il aurait pu être renversé par un putsch. Et le scénario, à partir de la moitié de 1989, aurait pu être très différent. Toutes ces choses étaient concomitantes. Et bien sûr, le jeu sur cet échiquier a influencé le jeu sur d'autres échiquiers. Les Américains n'ont pas joué au poker, là. Ils ont vraiment joué aux échecs avec les Russes. Et a priori, ils avaient les Blancs, puisqu'ils ont gagné.
Plus de 70 morts et un pays coupé en deux. Haïti est au bord du chaos. Nous avons passé une semaine avec les insurgés de Gonaïves la rebelle. Barrière de séparation contre le terrorisme ou mur de l'apartheid. Nous avons voulu comprendre comment Israéliens et Palestiniens vivaient au quotidien le long de ce mur. Images volées d'un pays interdit. Nos reporters ont réussi à filmer dans le dernier régime stalinien du monde, la Corée du Nord. Bienvenue pour ce 8e numéro d'Arte Reportage. En Haïti, les espoirs de trouver une issue à la crise, sans nouveau bain de sang ni intervention étrangère, s'amenuisent d'heure en heure. D'un côté, il y a un président honni, Aristide, ancien prêtre des bidonvilles, qui à peine arrivé au pouvoir est devenu comme ses prédécesseurs